Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Retrouvons sur le thème de la piscine Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports, Jean-François Périnet-Marquet, architecte, Alain Bernard, champion olympique de natation multimédaillé, et enfin Gérard Pallet, programmiste. On le rappelle, vous êtes pour l'essentiel médecin, ancien maire de la ville de Rouen et par le passé ministre des Sports des gouvernements Ayrault, puis secrétaire d'État sous le gouvernement Valls I. Valérie Fournéron, première question. Pourriez-vous nous apporter votre éclairage d'ancienne ministre sur ce que pourrait représenter l'équipement aquatique à l'échelle du territoire, sur le plan de la santé, sociétale, etc. On dit aussi que c'est l'un des rares équipements portés par les collectivités locales qui coûtent cher, tout en étant bien accepté des populations. Et pour cause, quels seraient selon vous les points d'amélioration à travailler sur les centres aquatiques ou les piscines ? Quelles innovations, et dans le cadre des Jeux Olympiques, puisque c'est un sujet particulièrement d'actualité. Et pour finir, la symbolique de l'eau, de quelle manière vous parle-t-elle ? Bonjour à vous, plaisir de participer à cette émission aujourd'hui. Tout le monde, quel que soit son âge, qu'il soit compétiteur, qu'il soit loisir, qu'il soit scolaire, qu'il soit parent, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, finalement c'est l'universalité de cet équipement nautique qui est extrêmement puissante. C'est à la fois donc ce lieu de rencontre sur un territoire, une société très diverse, de sa richesse justement par cette diversité. C'est aussi, pour moi comme médecin, vous l'avez dit, un lieu de santé, parce que l'eau, c'est l'eau qui porte. Finalement, on n'a pas à porter la pesanteur de son corps. Et c'est vrai que dans une société où la sédentarité est la première cause de mortalité évitable, on aurait envie que beaucoup plus de personnes puissent accéder à ce loisir qui est le plus facile. C'est celui donc qui vous porte, c'est celui qui vous soutient, c'est celui qui vous détend, c'est celui qui permet à vos articulations de mieux fonctionner, c'est celui qui vous permet d'être en maillot de bain comme votre voisin, quel que soit votre poids. Et donc, c'est vraiment un équipement tout à fait particulier et dans notre vie sociale et en termes d'outils de santé publique. Et donc, cette place de l'eau, bien sûr une denrée rare que l'on veut protéger, cette place du centre aquatique, c'est aussi bien sûr un lieu d'aménagement urbain sur nos territoires. On se souvient, ou les plus anciens en tous les cas se souviennent, que c'est à la suite de l'échec des équipes de France de natation à Mexico en 1968 aux Jeux, qu'il avait été lancé le plan 1000 piscines. C'était les piscines industrielles finalement, piscines tournesol, les piscines Canton. Il en reste encore un certain nombre. En Seine-Maritime où j'habite, il y en a encore 2. Et on voit qu'on pourrait avoir dans cette stratégie du lien entre le grand événement et la pratique pour tous, du compétiteur au loisir, au scolaire, à la personne âgée, avec cette multiplication aujourd'hui d'activités. Quand on a conçu ces piscines, c'était avant tout le savoir nager. Il y avait moins cette notion de compétiteur, il y avait moins cette notion de santé publique. Et donc on pourrait se dire que dans l'héritage de 2024, il pourrait y avoir aussi finalement
un plan piscine qui permette que sur le plan national, à la fois nous rattrapions notre retard en termes de savoir nager. Pour les enfants, normalement tous les enfants en 6e devraient savoir nager, il y en a à peu près que 25% qui savent nager, mais aussi de pouvoir en faire un véritable outil qui permet cette diversité des acteurs, qui permet cette diversité des âges, qui permet cette diversité des pratiques et qui permet aussi cet outil de santé publique. Donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait pour les Jeux, bien sûr, le grand centre nautique dont manque l'Île-de-France pour accueillir les Jeux. Alors là, ça sera pour les compétiteurs et ça sera à Saint-Denis. Et il faudra que ce centre nautique soit évidemment au top niveau pour les Jeux, mais il faudra aussi qu'il soit derrière un équipement qui serve aux compétiteurs comme au grand public et qu'il soit adapté à ce qu'est aujourd'hui un équipement nautique, c'est-à-dire un équipement qui permet d'accueillir une diversité de pratiques, une diversité de demandes et de s'adapter par sa température de l'eau, par la taille de son bassin, par ses circulations, par aussi ses coûts de fonctionnement et toutes les piscines qui prennent en compte cette durabilité de notre environnement sont aujourd'hui des piscines d'avenir. Jean-François Bérinet-Marquet, finalement, c'est un rêve pour l'architecte. Oui, c'est un rêve pour l'architecte, mais ce qui est intéressant, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Valérie, c'est que l'architecte, c'est d'abord quelqu'un qui doit gagner sa vie et pour faire fonctionner sa société. C'est quelqu'un aussi qui aime bien exprimer un certain orgueil par une qualité architecturale, mais ce qui est important dans la piscine, c'est que c'est, je pense, l'équipement où on doit le plus se préoccuper du bien-être de nos concitoyens. Et donc il y a cette autre notion qu'on n'a pas forcément dans d'autres bâtiments, en tout cas pas à ce point-là. Et de ce point de vue-là, le rôle de l'architecte est assez passionnant. Merci Jean-François. Valérie Fournéron, qu'ajouteriez-vous ? Enjeu de santé, beaucoup de rééducation se fait aujourd'hui dans l'eau, mais combien de rééducation, parfois longue, parfois difficile, pourrait se dérouler peut-être un peu plus facilement dans l'eau, parce que tout simplement, dans une population aujourd'hui qui vieillit plus longtemps, c'est une belle chose pour nous tous. On peut aussi bien vieillir, mieux vieillir, et l'eau y contribue. Merci beaucoup Valérie Fournéron. Alain Bernard, vous êtes le nageur français préféré des Français, justement, qui a tout du parfait champion, le plus médaillé aux Jeux Olympiques, triple médaillé aux Jeux de Pékin 2008. Vous vous êtes imposé comme l'un des plus grands nageurs du monde depuis 2007. Comment décririez-vous vos activités aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis tout d'abord ravi de faire partie de cette émission. J'ai eu la chance de croiser beaucoup de grands équipements à travers mes activités durant toutes mes années de natation, je compte que les 15 dernières années, ça représente 40 000 km en nageant, donc autant dire qu'on a vu du pays. Et voilà, on réfléchit, on adapte les besoins des bassins sportifs qui se construisent à travers le territoire. Eh bien, bonjour Gérard Ballet. On l'a dit, vous êtes sociologue, programmiste. Alain Bernard, je me tourne vers vous puisqu'on va parler Jeux Olympiques. Une piscine olympique à Paris, c'est un débat qui revient souvent. Comment expliquez-vous qu'une ville comme Paris n'ait toujours pas de centre aquatique capable d'accueillir un tel événement ? Alors bien sûr, j'invite vos compatriotes à échanger avec vous sur le sujet. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi Paris n'a pas un grand équipement capable d'accueillir une compétition internationale, et c'est aussi tout le nerf de la guerre aussi pour les Olympiques de Paris en 2024. On se bat pas uniquement pour qu'il y ait un grand centre aquatique, même si on en a forcément besoin. On se bat pour accueillir le monde du sport amateur dans notre pays. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de grand équipement justement sur Paris. Les derniers grands championnats qui ont eu lieu en France, c'était à Strasbourg en 1989. Donc si vous voulez, moi j'avais 6 ans à l'époque, donc j'étais loin d'y participer. Mais non, je trouve que c'est dommage. On a quand même eu une natation qui a été très très forte ces dernières années.
on était vraiment en position de force pour justement avoir des arguments pour construire un grand équipement. Ça ne s'est pas fait en attendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est un peu le reflet de ce qui se passe à travers le territoire. C'est vrai que on est en pénurie de centres aquatiques. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, on construisait le programme des 1000 piscines, et maintenant les communes, les intercommunalités se rassemblent pour construire des centres aquatiques beaucoup plus adaptés, en offrant une offre très complémentaire sur le bassin sportif, le bassin ludique, l'apprentissage et tous les services associés en mettant des salles de sport, etc. Donc les équipements sont plus grands aujourd'hui, mais moins nombreux à travers le territoire. Et moi, je milite pour qu'il y ait déjà un grand équipement sur Paris, bien sûr, mais aussi de plus en plus d'équipements à travers le territoire. Mais ça, c'est Jean-François qui nous en dira plus là-dessus. Et de quelle manière voyez-vous ou rêvez-vous de cet équipement ? Alors, on rêve d'un équipement à la taille des Jeux Olympiques. Ce sont des équipements qui sont énormes, qui sont considérables en fait en termes d'impact, de capacité d'accueil. C'est des centres aquatiques qui accueillent entre 13, 14, 15, 18 000 personnes. Donc bien sûr, c'est une échelle démesurée. Il va falloir réfléchir à l'après aussi, et c'est là-dessus où le projet de Paris 2024 tire un petit peu ses arguments. On mise sur l'après, on mise sur l'héritage. Déjà pour le village olympique qui sera transformé en logement, et puis cette capacité d'accueil de cette piscine, il faudra réfléchir en temps voulu de faire un équipement capable d'accueillir le monde, mais plus tard qu'il soit un équipement grand, mais à taille raisonnable, parce que c'est dans le contexte que l'on connaît, c'est difficile d'avoir un équipement entièrement vide au jour le jour avec 18 000 places à l'intérieur. Donc moi, je le rêve, cet équipement, comme un bel ouvrage qui serait proche du Stade de France, parce qu'il serait positionné de l'autre côté de l'autoroute qui séparait le Stade de France et ce centre aquatique, avec le village olympique derrière. Donc une réelle proximité entre les deux sports phares des Jeux Olympiques, qui sont l'athlétisme et la natation. Et puis je le rêve comme équipement qui puisse accueillir une natation française qui sera devenue beaucoup plus forte que ce qu'on connaît cette dernière année dans quelques temps. Voilà. Gérard, je vous voyais faire réagir. Je voulais renforcer un peu ce que disait Alain sur un peu l'inertie du système. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les JO de 2024, on nous dit, c'est 100 ans après, 1924. Et c'est vrai que la grande piscine de Paris a été construite pour les JO de 1924. C'est la piscine des Tourelles qui continue à être une grande piscine de Paris. Donc vous voyez, je veux dire, ce qu'il disait sur l'héritage, c'est quelque chose de très fort. Et puis le deuxième point, c'est qu'en fait, dans la réalité de la candidature de 2024, il y a 2 piscines. En tout cas, 2 sites prévus. Il y a la grande piscine, ce qu'on appelle la grande piscine, celle dont parlait Alain. Et puis il y a un deuxième site qui est la piscine pour le water polo. Et en fait, le fait de séparer les 2 projets permet peut-être de réaliser justement des équipements extrêmement performants au point de vue des JO, mais moins énormes, ce qui d'ailleurs avait été la solution qui avait été utilisée à Londres, puisqu'en fait on s'est inspiré de ça pour dire c'est mieux d'avoir deux piscines pour réaliser finalement une réponse de grande qualité au cahier des charges. Et pérenne dans le temps, du coup. Alors pérenne, plus ou moins pérenne, parce que les 18 000 places, c'est dur de les garder la vie. On voit bien qu'à Londres, ils ont plutôt réduit la voilure. Ce sera la même chose sur le water polo. Il y aura aussi une réduction des projets par rapport à ce qui sera l'héritage. Voilà. Mais l'idée de valoriser 2 sites, finalement, c'est intéressant parce que justement, ça prolonge ce que disait Alain, c'est-à-dire qu'en fait, on a le village, la piscine, le stade, et puis cette nouvelle piscine, et ensuite, on aura l'espace des médias. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la manière dont le village olympique a été conçu, placé, et tout le site olympique a été regroupé dans cette zone autour de Saint-Denis, on pourrait dire. Jean-François, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Le sujet de la piscine des Jeux Olympiques est un sujet très complexe. Alain et Gérard ont déjà esquissé des idées. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces équipements après ? Le plus beau possible pour les Jeux Olympiques, qui durent 2 semaines, et puis après un équipement qui coûte très cher.
Et ce qui est intéressant à imaginer, à comprendre, c'est que les activités qui auront lieu pendant les Jeux Olympiques seront assez peu pratiquées après. Donc on tombe dans une complexité de notre métier, c'est qu'il y a plein de genres, de différents bassins, de profondeur, de température d'eau, etc. Et trouver le meilleur compromis n'est pas du tout aisé, surtout dans une enveloppe financière fixe. J'ai un problème avec la terminologie. On parle souvent de centre aquatique, mais aussi de complexe aquatique, ou encore de piscine. Comment s'y retrouver ? Y a-t-il des différences entre les trois, et est-ce le fait de programmation différenciée ? Et finalement, où en sommes-nous de la programmation des centres aquatiques aujourd'hui ? Parce que ça a l'air de changer beaucoup. Oui. En fait, c'est un peu historique, cette évolution des terminologies. Parce que l'idée, c'est qu'on est passé de piscines qui pouvaient s'appeler des centres aquatiques, mais qui sont devenus aussi des centres aqualudiques. Parce qu'à chaque fois, on a rajouté des dimensions qui finalement répondaient à l'évolution de la demande sociale de pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé comme ça pour rien. Et donc, on voit bien que les terminologies en piscine ont toujours été étranges. Puisqu'en fait, on parle de stade nautique pour parler d'une piscine, alors que le nautisme, c'est plutôt la voile, le canoë, des choses comme ça. C'est la première chose qui est un peu étrange là-dessus. Et puis la deuxième chose qui est particulière aussi, c'est que toutes les piscines de 50 mètres s'appellent olympiques. C'est comme si toutes les pistes d'athlétisme dans n'importe quel stade, dès lors qu'elles faisaient 400 mètres, elles devenaient une piste olympique. Mais c'est le jeu de l'histoire, de la terminologie, comment on a nommé cet équipement très particulier, qui est effectivement la piscine. Moi, j'aime bien le terme piscine parce qu'il recouvre lui-même, dès l'origine d'ailleurs, des pluralités de bassins. Les piscines qui étaient réalisées, par exemple, même avant la guerre de 14-18, couvertes avaient plusieurs bassins. La piscine de Strasbourg, par exemple, ou la piscine de Nancy, qui sont des piscines antérieures à la guerre de 14-18, couvertes, sont des piscines avec plusieurs bassins. Donc, vous voyez, l'idée du complexe, avec l'idée que c'est compliqué, oui, Jean-François l'a dit aussi, mais c'est en même temps un jeu sur les mots. Un jeu sur les mots, voilà. Et le terme de piscine me va bien aussi, sauf à dire que dans le terme de piscine, il y avait l'idée du poisson, et que c'était pour nager, et que maintenant, quand on réfléchit sur les centres aquatiques, il y a l'idée que c'est pas seulement pour nager. Et du C'est bien-être. aussi pour d'autres dimensions, avec deux grandes familles de dimensions qui sont plutôt sur le ludique, c'est-à-dire les toboggans, les jacuzzis, le fait qu'on va jouer dans l'eau, il y aura des jets d'eau, il y aura des jets pour les enfants. Et puis, toute l'autre dimension, c'est la santé, avec des choses qui sont très larges maintenant dans les piscines. En fait, les dimensions ludiques et santé ne cessent de s'accroître en ce moment dans la manière de penser les projets par des demandes sociales plus fines, vous voyez, des segmentations par l'âge. Des Alors, choses comme cette ça. multiplicité d'usages, finalement, elle remonte à quand ? En fait, là encore une fois, je vais vous faire une approche historique. Au commencement était le plongeon, et qui a été supprimé des piscines, puisqu'en fait, quand on regarde l'histoire des baignades dans les villes, on voit très vite que les baignades étaient matérialisées par un accès dans l'eau et avec un plaisir de plonger. Donc on pourrait dire que la dimension ludique était très présente. Et puis après, le sport est arrivé avec son désir de nager et l'importance de savoir nager, ce qui fait qu'on a créé des piscines pour nager d'abord. Et finalement, la dimension ludique a fait retour, notamment en France, par exemple, c'est autour des années 1980, qu'on a vu apparaître les premiers centres aquatiques ludiques, notamment celui de Petit-Couronne. Et c'était effectivement une des premières piscines publiques sur ce modèle ludique. Et ensuite, à peu près 10 ans après, c'est la dimension santé qui est apparue très fortement aussi. Et Jean-François, comment jouez-vous dans l'espace avec cette multiplicité d'usages ? Comment les gens se croisent ? Parce que ça fait appel à différents publics aussi. Oui, c'est un des principaux sujets qu'on a à régler quand on démarre des esquisses sur une piscine. C'est que, effectivement, issu des programmes, on a souvent une demande quasi insoluble de différentes populations qui doivent aller dans différents bassins à différents moments, et c'est quasiment impossible à contenter tout le monde. Donc il y a des choix qui ont été faits en amont sur la programmation, dont on hérite en tant qu'architecte, et on essaye de mettre en musique cette complexité. Et c'est vrai que la réflexion sur la circulation depuis l'extérieur, en passant par un hall d'accueil, du déshabillage avec des circulations pieds nus, pieds chaussés, pieds humides, qui doivent répondre à des normes bien évidemment sanitaires, pour accéder jusqu'aux différents bassins, amène à parfois des choses extrêmement complexes en termes de plan, qui essayent d'évoluer, même si je dirais que depuis une dizaine d'années, on stagne un peu dans la demande, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rajouter autant d'événements, d'équipements. Plutôt,
de types de bassins, de types de populations concernées. Mais c'est ça l'essence de notre métier à la base, c'est de trouver un fonctionnement qui réponde à toutes les demandes. Et vous, Alain Bernard, en tant qu'usager de très haut niveau, comment percevez-vous cette évolution de l'usage ? Nous, on est un petit peu mal vus, si je peux me permettre, parce qu'on occupe l'équipement très souvent. Là, notre avantage, c'est qu'on peut occuper l'équipement à des heures creuses, j'ai envie de dire. C'est souvent le matin, très tôt, avant l'accueil du public, pour que les nageurs puissent s'entraîner, aller en cours par la suite sur un cursus scolaire. Ce qu'on a besoin, c'est finalement d'un bassin de 50 mètres, un endroit pour s'échauffer, s'étirer, faire de la musculation et récupérer avec des unités de récupération, avec des bains froids, des saunas, des hammams. Donc l'évolution, c'est clair je pense que tout le monde doit prendre un petit peu sur soi et partager cet équipement. On fait partie culturellement. En France, on n'est pas organisé de la même façon qu'aux États-Unis ou en Australie, où ce sont des pays qui sont très forts d'un point de vue compétitif. Mais voilà, je pense qu'on est en train de travailler tous ensemble pour pouvoir se partager ces équipements entre bassins sportifs, bassins ludiques, d'apprentissage, parce que, encore une fois, on accueille un maximum de monde. Et c'est aussi pour ça que la natation est un sport très populaire, parce qu'on reste très proche du public. Il y a très peu d'établissements en France. Il doit y en avoir 3 ou 4 qui sont complètement privés. Le reste, ce sont des établissements complètement publics, où les municipalités ou les communautés d'agglo mettent à disposition des lignes des créneaux horaires dans des bassins sportifs pour que les associations puissent se développer. Mais alors, dans la perspective des JO 2024, des innovations, de nouveaux usages vont-ils apparaître selon vous ? Alors, de nouveaux usages, ça, je ne sais pas trop vous dire. C'est tout l'intérêt de la chose, justement, que l'on essaie de développer, de réfléchir à ces potentielles activités qui peuvent prendre forme. En ce moment, c'est la mode de l'aquabiking. Si on vous parlait d'aquabiking il y a encore 10 ans, de faire du vélo dans l'eau, il y a encore 10-15 ans, si je ne me trompe pas, enfin Gérard ou Jean-François, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'était pas du tout d'actualité. On a vu cette pratique qui requiert un bassin à profondeur constante, pas très profonde, c'est-à-dire pas assez profond pour les entraînements, trop profond pour l'apprentissage. Donc c'est une demande qui est apparue, par exemple, et qu'il a fallu pallier à cette demande. Demain, on ne sait pas quelle sera la tendance sur ce type d'activité. Et c'est pour ça que l'on essaie de réfléchir en ce sens. Et l'impact que peut avoir les Jeux Olympiques, l'accueil des Jeux Olympiques à Paris, ce serait pour moi cette prise de conscience de l'engagement de la natation que les entraînements demandent, parce que c'est un sport très, très chronophage. Pour des 12-13 ans, il y a quand même des jeunes qui s'entraînent 2 fois par jour, 2 fois 1h30, 2 fois 2 heures. Donc ce serait vraiment cette prise de conscience qui serait importante pour moi. Je voulais répondre sous le contrôle d'Alain, mais sur la partie vraiment JO. Parce qu'en France, il y a une particularité dans les disciplines olympiques de la natation, c'est la faiblesse, mais étrange, du plongeon, de la dimension plongeon. Et quand on compare, par exemple, à la piscine olympique que nous avons visitée à Londres, on voit que la dimension plongeon est centrale dans le projet et même dans l'académie qui reste en héritage de la piscine. Or, en France, on n'a quasiment pas de lieu où la pratique du plongeon de compétition peut se dérouler. Ça a été supprimé un peu des projets de piscine depuis un certain long moment. On pourrait d'ailleurs essayer de réfléchir sur pourquoi ça a été supprimé. Mais donc, on aurait pu imaginer, je le dis parce que je ne suis pas sûr qu'on y arrive, même pour 2024, on aurait pu imaginer que ça permette de relancer un peu cette discipline et donc de faire apparaître des plongeoires dans les centres aquatiques complexes dont il était question tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas un champion pour développer une discipline ? Parce que quand on était à Londres, justement, on a vu un champion olympique anglais. On a eu l'impression que l'édifice était construit autour de lui. Oui, c'est l'œuf et la poule. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut un plongeoir pour avoir des plongeurs ou est-ce qu'il faut des plongeurs pour avoir un plongeur ? C'est ça qui est intéressant. Un peu. On a
un champion d'Europe à Kiev, Mathieu Rosset. Donc, certes, il n'a sûrement pas la visibilité médiatique pour avoir un impact pour aménager des plongeoires dans des centres aquatiques. Mais en effet, moi, je suis de l'avis de Gérard aussi. Je suis pour que cette discipline reprenne de sa valeur. Parce qu'il y a très peu d'endroits en France où les plongeurs peuvent s'entraîner. Je crois qu'on a l'INSEP, on a Strasbourg, et bref, ça doit se compter sur les doigts de la main. Donc, ce qui fait que cette discipline, qui est une discipline à part entière de la Fédération française de natation, avec la natation course, la nage en eau libre, la nage synchronisée et le water polo, c'est la 5e discipline de la Fédération française de natation. C'est vrai que ce serait une très belle visibilité pour ces plongeurs et pour aussi sensibiliser les élus à construire des centres aquatiques avec des plongeoires. Oui, mais une des raisons qu'on connaît bien qui fait qu'il y a pratiquement plus de plongeoires, c'est que ce soit bien ou pas est une autre question, mais c'est vrai que les centres nautiques aujourd'hui sont de plus en plus vus sur l'angle économique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'ils perdent le moins d'argent, parce que tous les équipements sont déficitaires. Et à ce titre, le plongeon mobilise une certaine énergie en investissement et surtout prend beaucoup de place pour très peu de personnes. Voilà, donc le raisonnement de nombreux programmistes, pas tous, mais de nombreux programmistes a été de dire on élimine les plongeoires parce que c'est pas rentable. Ce qui est une notion très étrange, mais que l'on voit de plus en plus. Gérard. Oui, je pense que c'est justement tout l'intérêt de la discussion que l'on peut avoir entre une modalité de pratique de compétition de haut niveau, par exemple le plongeoir à 10 mètres, qui quand même là est déjà assez vertigineux et très technique, et puis le désir des jeunes de plonger, au sens de plongeoir ludique, de se jeter dans l'eau. Et donc on voit bien qu'il y a à la fois cette dimension très sélective dont parle Jean-François, et à la fois il y a une demande sociale très importante, parce que les jeunes, ils se jettent à l'eau quand vous êtes en bord de mer. Et symboliquement, c'est très important. Et c'est un véritable plaisir, mais il ne s'agit pas de faire un plongeon avec des jurys qui vont vous mettre une note si vous avez l'orteil qui est mal placé, mais le plaisir de se jeter à l'eau. Et donc l'idée, c'est d'essayer de greffer les deux. Il y a eu un film qui s'appelait Corniche Kennedy, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti il y a quelques mois, justement sur des jeunes à Marseille qui se jettent à l'eau de la Corniche Kennedy. Il doit connaître Alain, puisqu'il est là-bas. Mais il y a quelque chose qui était un véritable plaisir adolescent. Vraiment, mais moi j'en ai des adolescent, souvenirs moi-même. Voilà. Et donc c'est intéressant de montrer le contraste entre l'excellence sportive de haut niveau, qui ressemble beaucoup au trampoline en fait aussi, comme activité sportive, tout à fait. et puis ce désir de plonger. Mais la sensation, le défi, aller sauter, avoir le courage de sauter de plus en plus haut. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça l'enjeu. Et c'est un bel enjeu, et qui pour le moment est relativement absent de tous les centres aquatiques ludiques, je pourrais le dire exprès comme ça, qu'on construit. Parce que pour le moment, comme dit Jean-François, on se l'interdit. Oui. Alors justement, revenons à la commande. Comment évolue la commande aujourd'hui, Jean-François et est-ce pour le meilleur ou pour le pire ? Je pense, je vais peut-être surprendre, mais je pense que depuis une quinzaine d'années, la commande n'évolue pas. On a une problématique, il y a différentes problématiques. On peut essayer d'être concis, mais premièrement, on est arrivé, c'est vrai, à la fin de vie des piscines construites dans les années 70, dans ce programme des 1000 piscines dont on parlait tout à l'heure, avec certains équipements qui sont au-delà des limites, qui sont fermés par les préfectures. Donc il y a nécessité de les remettre en état. Et comme le disait Gérard tout à l'heure, dans les années 80 est arrivée l'idée qu'on pouvait avoir des bassins ludiques, faire d'autres choses que de nager. Et on est arrivé à une espèce de programme compromis qui mêle un peu tout, et on fait ces équipements-là depuis. Alors bon, vous avez un bassin, un peu de natation, un peu de ludique, une petite pataugeoire, on peut peut-être mettre un toboggan pour les adolescents, un petit centre de mise en forme, on essaie de tout mettre, et quand on arrive au budget d'investissement, et quand on envisage aussi le budget de fonctionnement qui va être élevé sur les 30 ou 40 années de vie de la piscine, on voit des élus forcément qui freinent debout parce qu'ils se rendent compte que c'est considérable. Voilà, donc il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait entre des envies, on parlait d'envie, de plongeon, et puis une réalité qui fait qu'il faut apprendre à nager aux enfants, qu'il y a une demande, c'est clair. On a des piscines aujourd'hui dont on est surpris du nombre d'entrées. On a fait celle de Limoges, qui n'est pas une très grande ville, sans que ce soit péjoratif, mais voilà, plus de 500 000 entrées la première année dans la piscine de Limoges, donc ça donne une idée du potentiel. Mais je trouve que la commande n'a pas trop évolué. Alors je reboucle avec ce que disait Alain tout à l'heure sur l'aquabike.
Alors, c'est intéressant parce que l'aquabike, voilà, c'est une pratique qui est arrivée assez récemment. Alain parlait d'aquabike alors qu'on parlait de piscine olympique. Il n'y a évidemment pas de discipline olympique avec de l'aquabike, mais Alain était déjà, parce qu'il travaille avec nous, dans la projection de savoir comment on pouvait mettre de l'aquabike dans une piscine qui avait accueilli avant quelques sports presque exotiques, en fait, puisque très peu pratiqués, dont le plongeon, d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, Gérard, tu parlais de natation, mais dans la première piscine, il y aura aussi le plongeon, indépendamment du water polo. Et voilà, l'aquabike, c'est arrivé. L'aquabike, pour nous, c'est une catastrophe. C'est des choses très lourdes, compliquées à sortir de l'eau, qu'on ne sait pas où mettre parce que les programmes au départ ne l'envisageaient pas. Donc, il faut tout de suite 30 mètres ou 40 mètres carrés pour stocker ces aquabikes. Comme c'est lourd, ça casse le carrelage des plages. C'est pas facile à trimballer. Donc, certains finissent par les laisser dans l'eau. La profondeur des bassins n'est pas forcément adaptée. Voilà, c'est un bon exemple. Mais je trouve que malheureusement, on manque un peu d'inventivité. Alors, il faut aussi savoir que c'est un domaine extrêmement délicat en termes de sécurité. Donc, inventer des nouvelles choses est très compliqué. En général, pourtant, nous avons essayé d'inventer des tas de choses, mais on se heurte toujours à où est-ce qu'on peut le voir ailleurs. Vous voyez, c'est un sentiment très français. Mais c'est vrai que ça stagne un peu. Mais je dirais que depuis 2-3 ans, on voit sortir certaines choses, mais difficilement. Mais Gérard pourrait mieux en parler que moi. Les piscines sont des équipements qui sont au croisement d'un tas de choses. C'est en ça qu'elles sont passionnantes. Je le disais tout à l'heure, la sécurité, c'est essentiel. Il n'est pas envisageable que les gens se noient, évidemment, ou attrapent des maladies. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut savoir que dans une piscine, vous avez, selon les dossiers, entre 20 et 30% du budget qui vont être dans des machines qui sont très, très, très importantes, qui sont dans les sous-sols, dans les plafonds, on ne les voit pas, et qui vont en permanence traiter l'eau, traiter l'air. On renouvelle tout le temps l'eau, on la nettoie, on la réchauffe, on renouvelle l'air en fonction du nombre de baigneurs. Tout ça est assez sophistiqué. Puis, vous avez un troisième sujet. On parlait tout à l'heure de la programmation, donc trouver un plan qui fonctionne, c'est très important. Mais il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est les matériaux. Et vous êtes dans une atmosphère chaude, humide, évidemment, et chlorée en général, parce que même si on milite beaucoup pour le traitement à l'ozone, la plupart des piscines sont au chlore et il n'y a pas pire. Donc créer de la variété, créer de l'architecture, une qualité architecturale avec cette contrainte où on a en fait assez peu de matériaux qui sont agréés pour pouvoir être dans ces atmosphères, et fait partie de la complexité. Donc, avoir une qualité de lumière naturelle, disperser le moins d'énergie possible, alors que dans la réalité, on n'est même pas soumis à la RT 2012, parce que ni les futurs, d'ailleurs, la RT 2019, on n'y sera toujours pas, parce qu'une piscine est entre 15 et 20 fois plus énergivore à surface égale qu'un bâtiment classique. Donc, toutes ces contraintes font que ce sont des équipements assez chers, assez complexes à imaginer. Mais c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Pourtant, dans sa conception de bâtiment, a fait sortir la piscine de la boîte, malgré toute cette complexité. Non, ce qu'on essaye de faire, nous, mais bon, on va parler un petit peu de nous, c'est de s'inspirer du génie des lieux, c'est-à-dire rester architecte et ne pas faire le même projet à chaque fois. Voilà, on considère que selon les sites, selon le programme, qui peut quand même être différent, selon les besoins, les accès, l'environnement, est-ce qu'il est boisé, est-ce qu'il est sur un terrain plat, montagneux, sont des sujets qui doivent nous inspirer. C'est comme ça que nous on fonctionne, mais c'est une particularité de l'architecte. À partir de là, n'essayez de rien lâcher sur les qualités d'éclairage naturel, de vue sur l'extérieur. Des exemples très bêtes, quand vous nagez dans l'eau, vous avez les yeux à quelques centimètres au-dessus de l'eau, donc de trouver une architecture qui permette d'avoir une vue dehors. Si vous faites un muret même de 20 cm pour accueillir le bas des vitrages, c'est fichu. Voilà, donc c'est énormément de choses qu'on a mis en place, et puis notre particularité, c'est d'avoir créé nos bureaux d'études fluide et même structure pour intégrer au mieux cet équilibre entre l'architecture et l'ingénierie qui est essentiel dans une piscine. Gérard, sur le retour sur investissement, en fait, moi je veux bien évoquer de la prospective, parce qu'en fait j'ai fait une thèse en sociologie prospective et c'est ça qui me passionne aussi. Et je voudrais juste pointer ce qui me semblait être des facteurs d'évolution
En tout cas, une manière de voir un peu l'avenir. Alors, il est évident que le poids économique des piscines, les enjeux de développement durable amènent les maîtres d'ouvrage à changer un peu le mode de réalisation. C'est-à-dire, on essaye de faire des montages, alors je ne vais pas détailler, mais publics-privés, qui vont être plus compliqués, même pour le programmiste, à réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est une nouveauté, je trouve, pour nous. Et du coup, on est confronté à des équipes très complexes, avec des juristes, avec des financiers, pour essayer de faire une assistance aux élus, aux maîtres d'ouvrage qui soit plus performante. Ça change quand même pas mal le métier, j'ai envie de dire. Et ça optimise les choses finalement. On peut le prendre comme ça. Si on est optimiste, on peut s'interroger en fait sur qui domine dans ces montages en fait. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est important, c'est le rapport au corps. Parce que la piscine, c'est un équipement sportif dans lequel le corps est mis à nu, entre guillemets. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la société, c'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'il y a eu des évolutions sociétales très importantes, notamment à base culturelle, qui font que quand on est en train de réfléchir sur une piscine, on va être confronté à des rapports au corps qui vont peut-être faire évoluer les choses d'une manière un peu inattendue. En tout cas, vous voyez ce à quoi je fais allusion, Burkini, ainsi de suite. Oui, on est sur quelque chose qui... Et puis les créneaux communautaires, puisqu'en fait, moi j'avais travaillé à l'époque sur la piscine de l'île Sud, qui était une des premières piscines à avoir fait ces créneaux communautaires réservés aux femmes, par exemple. Et puis l'autre idée que je voudrais développer, c'est l'idée d'une évolution dans le rapport à la saisonnalité. Et en fait, les piscines d'été, ce qu'on appelait les piscines d'été, n'ouvrent qu'en juillet-août. Et donc on avait un paradoxe qui est que la demande sociale, qui consiste à vouloir aller à la piscine quand il fait beau, l'été, qui est quand même assez classique, banal, j'ai envie de dire, elle ne trouvait des réponses que sur 2 mois de juillet, et encore dans les villes où ils n'ont pas fermé leur piscine d'été. Et en fait, la réflexion sur la saisonnalité de la pratique, c'est de dire qu'il faudrait envisager la piscine en demi-saison, c'est-à-dire avec des espaces extérieurs qui pourraient s'ouvrir au soleil très facilement, disons de Pâques à la Toussaint. Et ça, c'est une manière extrêmement nouvelle de concevoir finalement peut-être ce rapport entre intérieur et extérieur, qui effectivement a été progressivement mis en œuvre dans les concepts, notamment sur les bassins nordiques, mais dans quelque chose qui soit plus subtil et qui s'adapte finalement à cette capacité d'évolution de la demande sociale. Les gens n'ont plus d'argent pour aller passer un mois sur les sites balnéaires, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils passent beaucoup plus de temps sur le lieu de vie. Donc la demande sociale de sites balnéaires urbains, c'est ce qu'on appelle Paris-Plage, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même très... Sur le plan du rapport à l'eau, c'est faible, Paris-Plage. Vous voyez ce que je veux dire sur la richesse. Donc on voit bien que cette demande-là, elle va trouver du sens, et elle va trouver d'autant plus de sens qu'elle ne va pas fonctionner que, 3 semaines ou 4 semaines dans l'année, mais qu'elle va fonctionner de Pâques jusqu'à la Toussaint, ce qui est la réalité de la vie dans l'eau des gens qui habitent en bord de mer. Jean-François, vous avez déjà, des prémices de cette évolution des choses ? Oui, il y a quelques dossiers qui prennent en compte cette manière de réfléchir, qui est très intéressante. On a été un peu précurseurs sur les bassins de natation ouverts toute l'année, même dans le nord de la France. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas encore un discours totalement partagé, ce qui est bien dommage, parce que c'est vrai qu'on y croit beaucoup. Et puis il y avait une autre chose qui me semblait intéressante pour rebondir sur ce que disait Gérard, c'est on s'aperçoit de temps en temps, pas tout le temps, que les élus qui sont motivés par les équipements qu'on peut faire, c'est arrivé encore. Aujourd'hui, on est dans une remise à plat de cette réflexion sur ce que doit être un élu. Mais il y en a quand même qui se sont intéressés à leur dossier, je ne les nommerai pas, mais... Et dans ce cas-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie réflexion sur la mixité sociale, et on s'aperçoit que la piscine était un des derniers lieux où il y a une réelle mixité sociale, c'est-à-dire que en plus, tout le monde est dénudé, donc on n'a pas de différenciation sociale par l'habit. Tout le monde va à la piscine, des bébés nageurs jusqu'aux personnes âgées qui viennent se soulager les articulations, bien sûr, en passant par plein de pratiques sportives, de détente, et l'évolution, je pense, de demain, ce sont les activités, les aquagyms, on parlait des aquabikes, mais il y a plein d'autres choses qui se développent. On parle même de marcher dans l'eau, de transpirer dans l'eau, tout ça sont des prémices d'une évolution. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée-là qui mériterait peut-être une émission complète, mais voilà, les piscines est un des derniers lieux de mixité, de vraie mixité sociale. Et les élus qui le comprennent nous emmènent sur vraiment des projets intéressants. Si c'est juste pour apprendre à nager et puis mettre le corps dans un truc qui bouillonne, voilà, c'est un petit peu limité. C'est beaucoup plus que ça, et beaucoup plus de choses que ça. Alain, auriez-vous des mots pour conclure ?
Je vais me permettre de rebondir sur quelque chose. On sortait des boîtes et je peux vous dire que c'est extrêmement agréable de nager à l'extérieur, de s'entraîner à l'extérieur, mais pas que de s'entraîner, d'être à l'extérieur l'été, quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est une évidence. Mais de plus en plus de gens apprécient de nager en extérieur. Donc le concept de la piscine de demain, c'est de faire quelque chose d'adapté pour les enfants, pour l'apprentissage, pour les scolaires, quelque chose de couvert. Et puis pour tout ce qui est ludique, et puis l'entraînement, les associations sportives à l'extérieur, c'est extrêmement agréable. On a de moins en moins de problèmes de chloramine, même si bien entendu les techniques ont évolué ces dernières années de façon énorme. À l'époque, dans le projet des 1000 piscines, notamment là où j'ai commencé, une piscine tournesol, il y avait des gros problèmes de chloramine. Donc, comme a dit Jean-François tout à l'heure, les bâtiments des piscines municipales demandent beaucoup d'énergie pour recycler l'air et pour recycler l'eau. Et on pourrait s'affranchir de l'une de ces problématiques en concevant des équipements qui soient mixtes, c'est-à-dire une partie couverte et une partie découverte. Pas uniquement, je dis pas ça uniquement parce que j'habite dans le sud de la France, il y a quand même beaucoup de villes et de municipalités qui ont choisi cette option de parier sur le bassin extérieur qui est très, très apprécié par les usagers, qui fassent partie des associations sportives ou en simple visiteur, on va dire. Gérard, vous avez encore des choses à dire, je le sens. Non, oui, en fait, c'est une dernière idée sur la prospective aussi. Et justement sur les spectacles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des gradins dans une piscine. On a parlé tout à l'heure de la piscine de Strasbourg, du Wacken. Elle a 2000 places de gradins, comme ça, pof, le long de la piscine, qui servent 2 fois par an ou 1 fois par an. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est... qu'est-ce qu'on peut faire dans la piscine avec des gradins, avec l'idée que ça deviendrait un spectacle. En tout cas, qu'on puisse avoir une évolution un peu comme on a eu dans les patinoires où tout d'un coup, on a créé des spectacles sur l'air de glace en s'appuyant sur les gradins et avec une scénographie nouvelle. Et pour renforcer cette idée, il y a une discipline dont on n'a pas parlé, c'est la natation synchronisée. Ah oui. Qui est une discipline artistique en fait, et qui produit d'ores et déjà des spectacles et qui ont une particularité croissante de se dérouler hors de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, les nageuses sont projetées hors de l'eau et font des figures avant de retomber. Donc on imagine tout de suite la possibilité de développer avec une scénographie, des éclairages, peut-être des spectacles sur le modèle d'Holiday on Ice, mais qui serait dans la piscine. C'est-à-dire que l'avenir de la piscine comme lieu de spectacle n'est pas totalement clos et pas limité à la compétition de natation. Je crois que c'est peut-être une piste nouvelle aussi sur laquelle on pourrait travailler. Très bien, écoutez, merci, merci infiniment à tous nos intervenants. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou bien sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.